Le journal du midi. Grande entrevue. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir un historien qui est René Boulanger, auteur du livre « La bataille de la mémoire ». Je vous disais, je l'ai lu la semaine dernière, je l'ai trouvé très accrocheur. Et généralement, je lis un livre et je le donne tout de suite, question d'essayer de répondre. Et quand le livre m'accroche, je le garde. Alors je vous dis ça, si jamais vous allez en librairie, mettez la patte sur ce livre, sur cet essai sur l'invasion de la Nouvelle-France en 1759 par René Boulanger. Et dans le fond, il refait, après une recherche fort intense, toute la stratégie de la bataille pour expliquer la conquête. On fait généralement valoir le déséquilibre démographique, hein? On est à 1 contre 15, ce qui est vrai sur le continent, mais pas à Québec. Alors, le déséquilibre démographique entre la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-France, en oubliant que cette dernière était une société militaire, la nôtre, dotée d'une puissante armée de miliciens malgré que la France nous ait négligés. Et la preuve, c'est que la Suisse et Israël vont imiter ce modèle d'une armée parallèle qui est celle des miliciens. Alors, c'est donc une nouvelle façon d'interpréter, très emballante, interpréter notre histoire, que le lecteur et les historiens sont conviés à découvrir une analyse stimulante sur une question fondamentale et passionnante. Et pour le compléter, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur René Boulanger avec nous. Bonjour, M. Boulanger. Oui, bonjour, M. Proulx. Alors, on en apprend vraiment et vous réévaluez les personnages. J'ai lu beaucoup sur Vaudreuil, par exemple. Il y a eu un livre qui a été écrit par une dame anglaise d'un magazine, elle est de Toronto, là, j'oublie, Joyce Carroll, et elle dévalorise, elle, Vaudreuil. Elle dit qu'il a trempé dans le scandale avec Bigot. Alors que vous, je vous lis, et puis à voir le rôle de Vaudreuil là-dedans, il a quand même fini en prison, Vaudreuil. Oui, il a été accusé, mais ensuite, ensuite à son procès, il a été quand même innocenté. Mais on est dans un système colonial, hein. Puis dans ce système-là, on avait besoin de protecteurs pour rester en place. Alors, il arrive une chose, M. Bigot avait un protecteur, M. Vaudreuil avait aussi un protecteur à la cour, et M. Montcalm aussi avait un protecteur. Ouais. Donc, le problème, c'est que M. Vaudreuil, il ne pouvait pas dégommer Bigot comme il le voulait, puis il était obligé de composer avec ce qu'il y avait devant lui. Mais je pense que la plupart des historiens s'entendent pour dire que M. Vaudreuil n'a pas trempé. Non. Si on avait écouté Vaudreuil, probablement qu'on n'aurait jamais perdu la guerre. Et il y avait cette alliance avec les Amérindiens. J'en parlais tout à l'heure, je commençais une série sur Champlain aujourd'hui. Et on voit, les premières heures, Champlain va mandater, va convier ces gens à aller apprendre les langues. Et ça tient pendant 150 ans de temps, la preuve. Le rêve de Pontiac était de créer un État franco-indien ici, hein, après la défaite de Montcalm. Et Montcalm, que nous avons vu à l'école, dans le temps qu'on enseignait l'histoire, comme un grand bonhomme, vous semblez le dévaloriser. Moi, j'ai voulu faire dans ce livre-là, j'ai donné un coup de barre du côté de la revalorisation du système militaire français-canadien, qui était celui de Vaudreuil. Je suis peut-être allé un peu loin parce que si je me recorrigeais un petit peu, là, je lui rendrais peut-être là je lui redonnerais peut-être des points à M. Montcalm aujourd'hui, suite à d'autres lectures que j'ai faites par la suite. Mais moi, je suis parti du point de vue, la première chose que je voulais faire en écrivant ce livre-là, c'était de resituer le cadre. Parce que le cadre dans lequel on apprend l'histoire de la conquête de la Nouvelle-France, on voit ça comme une guerre uniquement entre la France et l'Angleterre. Pas tout à fait. Puis c'est pas tout à fait ça. Puis on oublie aussi que ce système-là, le système militaire de la Nouvelle-France, est un système qui débordait celui de la vallée du Saint-Laurent. C'est un système d'alliance. Puis c'était pas un système d'alliance opportuniste, c'est un système d'alliance qui était basé sur le système que Samuel de Champlain lui-même avait instauré. C'est-à-dire quand Champlain arrive ici en Nouvelle-France, il y a déjà une guerre entre les Hurons et les Iroquois, et puis les Algonquins font partie d'une grande alliance avec les Hurons puis d'autres tribus. Puis alors quand Champlain veut s'établir à Québec, les Algonquins lui donnent la permission de s'établir à Québec, à condition
qui les aide dans la guerre contre les Iroquois. C'est ça. Alors donc, c'est les Français qui s'installent dans un système politique et militaire qui couvre tout l'ensemble du continent. Mais ensuite, pendant toute la durée de la Nouvelle-France, ce système-là, c'est le même. Alors donc, quand il y a des historiens qui disent, il fallait s'attacher les Autochtones, ils partaient d'un bord, ensuite ils retournaient avec les Anglais, puis c'était une concurrence entre les Anglais et les Français. C'était pas comme ça du tout. Pour les Amérindiens, au départ, un système d'alliance, c'était comme l'OTAN aujourd'hui. C'est un système qui garantissait leur sécurité dans un continent qui était constamment en guerre. D'ailleurs, nous avions des douzaines de tribus indiennes alliées à nous. Quoi, ça va être... en fait, en 1700... Au total, il y en a? Il y en a 32. 32. Donc, c'était une force militaire qui nous aurait jamais dû faire perdre le pays, n'eût été d'avoir écouté Montcalm. C'est-à-dire que moi, j'en suis venu à la conclusion que ce qui nous a fait perdre, c'est une crise du commandement. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes qui sont opposés, deux façons de voir les choses. Puis la cour de Versailles, à un moment donné, la plupart des ministres qui étaient responsables de la Nouvelle-France, c'était le ministre de la Marine. Habituellement, c'était des gens compétents puis qui connaissaient un petit peu le territoire de la Nouvelle-France. Mais dans les dernières années de la guerre, alors il y a le ministre qui a pris qui était mis en poste. Il connaissait absolument rien, ni à la guerre, ni à la Nouvelle-France. Berryer, c'est ça? Berryer, il s'appelait Berryer. Berryer. Alors, il connaît, c'était un monsieur qui était issu des milieux policiers, puis il était là pour faire le ménage dans les finances. Mais en fait, on avait besoin plutôt de quelqu'un qui connaissait les colonies, qui connaissait l'art militaire. Puis c'est ce monsieur-là qui a foutu la pagaille. À un moment donné, c'est qu'il y avait un conflit entre Montcalm et Vaudreuil, mais c'était un conflit entre deux systèmes puis deux façons de voir. Une qui était européenne, puis l'autre qui était américaine. Une façon américaine de voir la guerre. Ouais. Et là, à ce moment-là, ce conflit-là, il n'a pas été réglé. Puis la dernière année du conflit, en 1759, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont instauré un commandement à deux têtes. Alors donc, Vaudreuil était responsable, on pourrait dire, des plans de campagne, puis il était le chef suprême. Mais Montcalm pouvait faire ce qu'il voulait des ordres qu'on lui donnait. Et c'est terrible de se présenter ces plaines le lendemain du 13 sans attendre l'arrivée de Bougainville. Mais vous valorisez, par contre, et vous dites, si Lévis avait été général en chef, il était plus attentif à la tactique québéco-canadienne? Ce qui est sûr, c'est qu'il comprenait mieux le système canadien. Parce que Lévis... moi, je parle un moment donné de la bataille de William Henry en 1757. Moi, je dis que c'est là que le tournant de la guerre a eu lieu. C'est que Montcalm devait s'emparer du fort William Henry sur le lac Georges, ou à l'époque le lac Saint-Sacrement. Puis c'était une campagne en deux volets. Ensuite, après s'emparer de William Henry, il devait s'emparer du fort Edward, qui était basé sur l'Hudson. Donc, sur les marches de l'Iroquoisie, qui était encore une force militaire considérable. Montcalm, cette année-là, s'est emparé de William Henry. Puis ensuite... Pourquoi je veux dire William Henry? C'est William Henry? William Henry, si vous voulez. Alors, ensuite, il était victorieux. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire tomber l'autre forteresse en peu de temps. Ouais. Puis il a abandonné, puis il est retourné... il n'est pas allé jusqu'au bout. Il aurait pu aller jusqu'à New York. Effectivement. Sauf que l'année suivante, Vaudreuil, quand il a vu ça, il dit, il faut retourner sur l'Hudson, il faut empêcher l'éruption des Anglais sur le lac Ontario par la rivière Mohawk. Puis il envoie le général Lévis avec 1600 hommes pour descendre la Mohawk, mais par le nord. Donc, puis Lévis, dans son journal, il confie que c'est une opération qui est militaire, mais à la fois éminemment politique, parce que les Iroquois, à l'époque, ils avaient 4000 guerriers au sein des 5 nations. Puis dans les 5 nations, il y avait 4 nations qui voulaient prendre le parti des Français. Mais ils ne voulaient pas le faire si les Mohawks n'étaient pas neutralisés. Alors donc, ou convaincus de désarmer. Alors donc, c'était éminemment politique. Puis c'est une force considérable à l'époque quand on se met dans le contexte de l'époque. Mais Lévis avait vraiment compris la politique amérindienne de Vaudreuil, il avait compris le système militaire canadien, puis il savait qu'on pouvait amalgamer les deux. Ouais.
quand on dit Montcalm arrive ses plaines le matin du 13, puis arrive en retard, les Anglais sont alignés en rang d'oignon, lui il dit je suis habitué à ce genre de bataille, il y a des miliciens dans son armée qui sont pas habitués. Ça aurait pris combien de temps attendre Bougainville? Parce que si Bougainville était arrivé, on prenait Wolfe dans le dos. Oui, oui. Il était coincé en sandwich. C'est sûr qu'il aurait fallu qu'il y ait vraiment une communication là, très, très précise entre l'armée de Bougainville et l'armée de Montcalm. Alors moi, ce que j'explique un peu dans mon livre, c'est que Montcalm, il ne prend même pas la précaution de communiquer directement avec Bougainville. Alors, il n'y a pas d'échange entre les deux pendant toute cette journée-là. Puis probablement que Montcalm s'est dit que l'armée de Bougainville arriverait trop tard. Puis il a précipité l'action. Alors donc, il n'y a pas eu de tentative de la part de Montcalm de rejoindre Bougainville. Bougainville, de son côté, était complètement désinformé, puis il n'y a pas eu de tentative non plus. Mais il était où, Bougainville? Bougainville, il était en amont. À Port-Rouge? Mon Dieu. Moi, je suis pas un professeur d'histoire, donc je retiens pas les détails comme ça. Il était plus à l'ouest. Il était plus en amont. Il était au moins à 4 ou 5 heures quand même de marche. Là. Ah oui. Alors donc, mais il y aurait... En tout cas, c'est sûr que c'est l'effet de surprise que jouait à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, il y avait 3 chefs qui pouvaient intervenir. Il y avait Montcalm qui commandait les troupes de Beauport, Vaudreuil qui continuait à commander une partie des miliciens, puis Bougainville qui avait 3000 hommes de l'armée française avec lui. Puis les 3 étaient dispersés à 3 endroits différents. Ouais. Puis Montcalm avait juste 3600 hommes sous ses ordres au moment où il décide d'attaquer l'armée anglaise qui avait 4800 hommes. René Boulanger, notre invité, c'est un essai sur l'invasion de la Nouvelle-France. Avec des ici, on fait pisser les chiens chez Bonnefontaine, mais oui. Qu'est-ce que nous aurions pu faire si nous avions toutes les raisons de gagner, malgré que la France, il y avait la famine qui nous guettait quand même, malgré que la France ne nous aide pas plus qu'il ne le faut. Si nous avions gagné, est-ce que ça n'aurait pas été une bataille éphémère? C'est la question à laquelle vous aurez à répondre au retour de la pause. D'accord. Quelle que soit sa position. La bataille de la mémoire, tel est le titre du livre de René Boulanger, mon invité. Monsieur Boulanger, 13 septembre, c'est fini, mais Lévis vient en avril 1760. Il bat Amherst, il se sauve à l'intérieur des murs. Comment il se fait qu'il ne réussit pas à percer les murs et à rentrer dans la ville de Québec? Ben ça, j'en parle un peu dans mon livre. Pour moi, c'est sûr que c'est en 1759 qu'on est battu. Sauf que en 1760, il y avait encore une possibilité de reprendre Québec, puis au moins de défendre le territoire de la vallée de Saint-Laurent. Mais à ce moment-là, c'était vraiment à une condition, c'est que la France envoie du secours. C'était ça la condition. Mais quand même, ils ont, à partir de Montréal, l'armée de la Nouvelle-France, ils sont allés assiéger Québec, mais ils n'avaient pas assez de poudre, on pourrait dire, pour faire tomber la place. Oui, mais on avait volé les canons d'Amherst à Sainte-Foy, on s'emparait de tout. Oui, effectivement, sauf qu'il y avait... en tout cas, toute la chronique, ce qu'il montre, c'est qu'ils avaient assez de poudre pour chaque pièce lancer un boulet à chaque heure. C'était pas assez pour faire tomber la place. Donc, ils attendaient vraiment des secours de France. Puis la plupart des historiens, les contemporains, je parle, mettons, de Garneau, ou les témoignages de l'époque, eux, ce qu'ils disaient, si on a un secours de France, ben c'est sûr que la place tombe, parce que Murray, qui était enfermé dans Québec, il était réduit, il y avait même plus 3000 hommes de valides après la bataille de Sainte-Foy pour tenir cette place-là. La minute que, s'il y avait eu une petite escadre française qui avait paru devant Québec, la place tombait d'elle-même. Oui. Puis là, c'est sûr qu'à ce moment-là, si Québec tombe, il n'aurait juste à couvrir le lac Champlain. Il y a une armée puissante qui s'en vient, mais avec 8 ou 9 000 hommes, on peut bloquer une armée puissante. Puis au moins empêcher la vallée de Saint-Laurent de tomber. Puis reprendre le fort Niagara, Frontenac, tout ça aussi. Oui, mais ça, c'était peut-être plus difficile, mais ce qui était sûr et certain, c'est que... Oui, les Indiens se seraient ralliés, encore une fois. En tout cas, la Grande Alliance pouvait jouer encore à fond. Elle pouvait jouer à fond, cette alliance-là. Ouais. Quand on parle, on dit, les Américains étaient à 1 200 000. Le territoire de la Nouvelle-France, si on comprend toutes les nations amérindiennes, plus nous, plus les gens de la Louisiane, il y avait autour de 340 000 habitants. Là,
ou individus. Donc, il y avait encore assez de ressources pour faire la vie dure aux Américains, puis en tout cas, gruger une partie de leur conquête. Les Américains commencent tranquillement à germer aussi des griefs à l'égard d'Angleterre. Mais, avec les ici, on fait pisser les chiens, je disais tout à l'heure, on aurait gagné. Ce sont des bateaux anglais qui sont amenés. Est-ce que les bateaux français... Mais j'ai lu dans notre histoire que la France envoie des bateaux. On avait demandé 4000 hommes, il y en est venu 400 quelques. Il y a des bateaux qui ont été interceptés. La France a donc essayé d'envoyer des bateaux. Oui, mais en 1760, la marine française, elle est détruite. Donc, l'erreur, c'est en 1759. Puis là, j'en parle encore une fois, mais Frégault le mentionne beaucoup. C'est que les Français, au lieu d'envoyer les secours qu'il fallait en 1759, ils ont décidé d'envahir la Grande-Bretagne avec une armée de 70 000 hommes. C'est fou, quelle erreur. C'est incroyable. Puis là, mais pour ça, ça leur prenait un rassemblement de la flotte. Ils ont rassemblé leur flotte au complet. Puis, lors de 2 batailles, ils ont perdu 30 vaisseaux de haut bord. Alors donc, à ce moment-là, la marine française est détruite. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous envoyer des secours par des corsaires. Mais même ça aurait peut-être suffi en 1760, au moins pour faire tomber Québec. Oui. Puis ensuite, bloquer Amherst. Mais je ne comprends pas. Je suis allé à Terre-Neuve. J'ai vu un fort qui est en haut de Signalville, où Marconi a reçu ses ondes de SOS radio. Et on dit que le fort a été attaqué en 1762 et occupé 6 mois par l'armée française. Mm-hmm. Comment ça se fait? C'était fini en 60. En 62, ils reviennent donc. Oui, mais c'est vraiment fini uniquement en 1763. Oui, mais on ne savait pas, on ne sait pas dans notre histoire. Moi, en parcourant les sources, puis moi, je me suis aperçu, c'est que plus on est proche, plus les auteurs sont près de l'événement, plus ils sont optimistes par rapport aux capacités victorieuses de la Nouvelle-France. C'est juste les historiens du 19e siècle, du 20e siècle, qui disent, la Nouvelle-France était battue d'avance, on était 1 contre 20, il n'y avait rien à faire. Mais ça, c'est uniquement, je veux dire, l'épaisseur de l'histoire, puis c'est quand on regarde l'Empire britannique, ce qui est devenu après, on a l'impression qu'il était déjà comme ça à l'époque. On n'a qu'un historien qui s'est penché sur les véritables stratégies militaires, et c'est Guy Frégault, qui était le sous-ministre de Jean Lesage. Oui. Mais depuis... M. Frégault n'a pas terminé son travail. Parce que lui, ce qu'il avait fait, je me souviens, il avait écrit le livre sur la guerre de conquête, mais précédemment, il avait écrit un livre sur Vaudreuil qui s'appelait Le Grand Marquis. Puis il s'est aperçu que toutes les sources qui pouvaient alimenter ce livre-là étaient dispersées un peu partout dans des universités américaines. Ça lui a pris des années pour ramasser tous les documents. Ouais. Puis il n'a pas terminé cette œuvre-là. Ce qui fait que on regarde ce qui est écrit sur Vaudreuil, on s'aperçoit que c'est un canadianiste, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien la Nouvelle-France, qui est un homme intelligent, qui a réussi des choses en Louisiane. Ouais. Puis après ça, on lit d'autres historiens, surtout anglophones, comme Parkman ou Stacey. Imbécile, c'est un demeuré. Ah oui. Mais alors, vous en prenez avec sévérité aussi à tous ces tenants de romans à connotation historique. Vous relevez l'insignifiance de Marguerite Volant qu'on avait à télé, à la propagande dans People's Story, financée par CBC, Radio-Canada, la série Nouvelle-France de Pierre Billon, qui était très belle, ou le film Nouvelle-France était très beau, malgré qu'il n'y avait pas une grande connotation historique là-dedans. Non, mais le film Nouvelle-France, regardez une chose, il y a quelque chose là-dedans, là. Vous savez, c'est un rôle de femme qui est extraordinaire. Mais le chum ou le mari, la seule fois qu'on le voit se battre dans le film, c'est contre son meilleur ami. Puis au moment de la bataille de Québec, lui, il est en France à ce moment-là. Donc, dans le film, on nous a pas montré les hommes en train de se battre. On nous a pas montré l'héroïsme d'un peuple. Ah oui. C'est assez curieux, hein? Alors donc, je me dis, c'est à peu près le seul film important qui se passe sur cette période-là. Parce qu'on voulait l'envoyer au Canada anglais. Puis là, le seul qui serait capable de se battre, il est pas là. Alors ça, à un moment donné, c'est du déni historique. Ouais. Ça n'empêche pas que c'est un super beau film. Ouais. Mais sauf que sur le plan historique, c'est pas quelque chose là qui est satisfaisant. Là. Je reviens à 1762, je vois le fort qui a été
occupé 6 mois par l'armée française, donc ils ont délogé les Anglais. Les Anglais vont revenir avec leur marine. Dans le fond, le traité de Paris s'en venait un an plus tard, 1763. Est-ce que c'était pas pour s'emparer de zones stratégiques pour négocier au moins de garder Terre-Neuve à cause des bancs de poissons? Est-ce que c'était pas ça la raison, le fait qu'ils sont venus pour s'en prendre à Terre-Neuve? Ça, c'est sûr que la question des pêches, là, à l'époque, là, c'était d'une importance primordiale. Il y avait 3 grandes ressources en Amérique ici. Là. Il y avait les pêches, il y avait la fourrure, puis curieusement aussi, il y avait le blé. Parce que en Nouvelle-France, juste peut-être les dernières années avant la guerre, là, l'exportation de blé avait pris une importance. On avait dépassé les exportations en pelleterie et tout ça. Avez-vous pris connaissance? Je suis allé à la baie du Thon, à Churchill. Il y a là un beau fort en étoile où les Français, on est en 1771, je pense, ça fait longtemps là, que la Nouvelle-France est terminée, viennent sortir le commandant Ahern. Donc, comment se fait qu'à l'histoire du Canada, on nous a pas enseigné ça, nous autres, c'est les bancs d'école, longtemps après 1760? Ben, même moi, là, je commence à peine à découvrir toutes les dimensions de ce conflit-là, mais de tous les précédents aussi. Je commence à peine à comprendre. Mais on voit que les Américains sont beaucoup mieux outillés que nous autres pour ça. Là. C'est-à-dire que eux, ça fait longtemps qu'ils appellent cette guerre-là le French and Indian War. Mais ils ont des armées de chercheurs, eux, les Américains. D'ailleurs, PBS a fait une série là-dessus. Ils ont des armées de chercheurs pour remettre en perspective là, cette guerre-là, qui pour eux, c'est comme une espèce d'élément fondateur de leur nation. Tu sais. Fait qu'on va être mieux servi par les Américains. On n'a qu'à aller au lac Champlain pour voir les monuments en référence à Champlain ou à l'armée française. Hein? Mais nous, soit qu'on se donne pas les ressources ou on n'a pas la curiosité de trouver une importance à ces événements-là. Ouais. Notre invité, mesdames, messieurs, est René Boulanger, auteur du livre La bataille de la mémoire, où il valorise Lévis et Vaudreuil, dont on a trouvé, il y a 10 ans à peine, les fondations de ce manoir dans Vieux-Montréal, vite en bon effaceur d'histoire. Même la mairie de Bourg s'est empressée de mettre de la terre. On va mettre une plaque, on a construit du moderne par-dessus. Ça, c'est au pied de la plage Jacques-Cartier, soit dit en passant. Je vous le cède, si vous voulez échanger avec lui, 790-9850. Les gens de l'extérieur, 1-866-790-9850. Le journal du midi se poursuit. Alors, mon invité est René Boulanger, qui est scénariste de premier métier, qui a écrit La bataille de la mémoire. Pourquoi ce titre, M. Bélanger? Parce qu'on a perdu la mémoire? C'est parce que moi, je suis convaincu que l'interprétation de l'histoire, après ça, elle va faire que nous, on va se tenir debout ou on va s'écraser. Puis l'adversaire, un coup qu'il a gagné une guerre, c'est pas fini. Il doit aussi gagner nos esprits. Il doit gagner sur tous les plans. Il doit surtout gagner l'oubli. C'est-à-dire que nous, plus on oublie... c'est déjà réussi, tout ça. Regardez, Fête de Québec, on mentionne même pas le nom de Champlain. Oui, c'est ça. Avec la connivence de notre premier ministre. Ça fait partie d'une guerre... Qui a donné un chèque. Oui, exactement. Alors ça, c'est une guerre qui se continue. Ouais. Puis ça, c'est drôle, on trouve ça dans des vieux livres... dans le théâtre grec, là, dans la pièce de théâtre Les Troyennes. Je sais pas si vous savez, c'est qu'à un moment donné, les Grecs ils ont vaincu la ville de Troie. Puis là, ils disent qu'il faut tuer le fils de Hector, le héros troyen. Parce que si on tue pas le fils, la mémoire de Troie va continuer. Donc, il faut tuer les fils de la liberté ou les fils de la Nouvelle-France, dans leur mémoire. Exact. André, bonjour. Oui, bonjour, M. Proulx. On vous écoute. Alors, je vous félicite tous les deux. Et j'aimerais rappeler un point très important. Parce que vous parliez des relations franco-indiennes. Et s'il y a des gens qui ont aidé à la survie de la colonie et à son expansion, ce sont les missionnaires jésuites. Même M. Denonville et Marie de l'Incarnation disaient qu'ils n'avaient rien envie à Saint-Paul.
C'était des gens qui allaient partout et ils ont beaucoup aidé le gouvernement dans les relations. Ils ont fait éviter des guerres, même avec les Indiens. Et Frontenac, qui n'avait pas de secours de la mère patrie, peut remercier les missionnaires jésuites qui ont aidé avec les Abénakis en convainquant les Abénakis de se joindre aux Français. Alors, formez une question, André. D'ailleurs, vous parlez des Abénakis, des gens qu'on salue, ils sont près de Sorel, à Odanak, comme étant les plus fidèles alliés. Vous avez une question, André? En fait, non. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est bon de parler d'histoire. C'est très bon. Et puis, je félicite l'Église et même les missionnaires. Il faut s'en souvenir. Ils ont beaucoup aidé à l'expansion. Très bien, ça. Merci. Au revoir. Alors, M. Alain, qui est là, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Pou, vous nous faites un beau cadeau aujourd'hui. C'est qu'en plus d'avoir invité un grand historien, sans le savoir, vous avez aussi invité un de mes frères d'armes du RRQ. C'est bien, ça. Bon, alors c'est sûrement Alain Anctil. C'est en plein ça. Bon, j'aime beaucoup tes interventions. Ça va, René? Oui, ben oui. On parlait justement de la bataille de la mémoire, René. Moi, ce que j'ai appris là-dedans, c'est que justement, c'est toutes les tentatives de Vaudreuil d'essayer de gagner la confiance des Tsu-Nun-Tuan, tu sais comment je l'ai dit? Oui, c'est bien. OK. Puis là, on s'aperçoit, après ses procès, quand il a été accusé de corruption, est-ce que, quand on pense à tous les contacts qu'il a dû essayer de faire pour gagner la confiance, ça devait coûter une fortune comment je pourrais dire ça, en essayer de soudoyer certaines personnes pour emmener à certains contacts. Donc, c'est peut-être une explication que je sais pas que l'histoire a déjà essayé de révéler, que c'est probablement à cause de ça qu'il avait pas le choix de piger dans la gagnotte pour être capable d'avoir les bons contacts ou les bonnes personnes, puis essayer d'avoir de la protection, parce qu'aller gouverneur de la Nouvelle-France, aller en territoire ennemi, puis en territoire autochtone, il aurait pu faire toute une prise d'otage, toute une prise de guerre, lui, là. Oui, attends. Il y a bien des choses dans ce que tu dis, là. Fait que c'est ça. Est-ce que ça pourrait oui, mais laissez-le répondre, là. Oui. On sait une chose, c'est que la diplomatie amérindienne, ça coûtait de l'argent. C'était pas une diplomatie, là, parce qu'il y avait un rituel chez les Amérindiens. Il fallait arriver, à chaque fois qu'il y avait une ambassade, il fallait arriver avec des présents, des cadeaux. Donc, d'une certaine façon, c'était une façon de se les attacher. Mais pour les Amérindiens, je veux dire, ce rituel-là, il était éminemment politique. C'est-à-dire que si tu n'arrivais pas avec ces présents-là, c'était un affront, puis ça voulait dire que tu ne les reconnaissais pas comme nation. Puis après, quand la Nouvelle-France est tombée, c'est comme ça même que la guerre avec Pontiac et Amherst, l'Angleterre a débuté. Parce que Amherst a refusé de rencontrer les ambassades amérindiennes, puis a refusé d'amener les présents rituels qui faisaient partie de la diplomatie amérindienne. Donc la diplomatie, c'était pas une diplomatie à la française, donc c'était encore le cadre amérindien qui avait dicté un peu toutes les conditions politiques en Amérique. Puis bon, alors on sait qu'Amherst, lui, il a déclenché immédiatement la guerre contre les Amérindiens en refusant d'envoyer les présents. Puis évidemment, Vaudreuil, lui, c'est le contraire. Lui, c'est qu'il recevait les ambassades presque à l'année longue, là, puis il les entretenait là dans dans un rituel là qui était préétabli depuis le début de la Nouvelle-France. Alors donc, la grande alliance amérindienne, du côté de Vaudreuil, c'est sûr qu'il a tout fait pour la maintenir, puis il a réussi à la maintenir. Alors qu'Amherst va introduire les couvertures contaminées. Ah oui, lui, moi ce que en tout cas ma prétention, c'est-à-dire pas ma thèse, c'est que l'Amérique rouge, ce qu'on appelait l'Empire français d'Amérique, en fait c'était deux empires. C'était l'empire amérindien, c'était l'Amérique rouge qui était en alliance avec la Nouvelle-France. C'était ça l'Empire français d'Amérique. Puis la défaite de la Nouvelle-France, ça marque le début du génocide amérindien. Ouais. C'est drôle ce que vous dites, hein. L'Amérique rouge, c'était à l'alliance avec les Français, et les Français contemporains, et Alain va être d'accord, vous allez en France, ils adorent, sont friands de toutes les histoires de conquête de l'Ouest, des cow-boys et des Indiens, et ils ne savent pas qu'ils ont été intimement liés 200 ans de temps, et ils ont tenu si longtemps à cause des alliances avec les Indiens, ils ne savent rien. Donc, on n'enseigne pas non plus le chapitre de la Nouvelle-France sur les bancs d'école en France. Je pense que peut-être que leur histoire est trop vaste aussi, là. Oui, il y a ça. Merci, M. Alain. Il y a d'autres gens derrière vous et on va passer à Gérard après la pause.
quelle que soit sa position. C'est bon. En tout cas, OK. Nous parlons donc de la bataille de la mémoire qu'on a effacée. Gérard qui est là, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai entre les mains un livre de Esther de Lille qui s'appelle Le traître et le juif. C'est une thèse de doctorat sur Lionel Groulx. Oui, une raciste elle-même, puis une Mohawk d'origine. On connaît tout ça par cœur. Non, par rapport à Lionel Groulx et l'appel de la race, où on est élaboré une théorie de l'origine des Canadiens français, qui était souvent contestée, M. Groulx et M. Boulanger. Oui, mais voulez-vous aller à une question? Oui. Par rapport à la bataille des plaines d'Abraham, il y a différentes... on dirait que chaque auteur, chaque historien a une version différente à exposer au public par rapport à... Oui, on l'a dit, c'est le but du livre d'ailleurs qui est très fouillé. C'est la défaite. Mais c'est quoi la question? C'est quoi la question, Gérard? Par rapport aux sources, quel est le livre auquel on peut se référer pour des bonnes sources, un bon livre d'histoire du Québec? Moi, je pense que le livre le plus important sur cette période-là, il a été écrit par M. Guy Frégault, qui est le seul auteur qui a vraiment fouillé cette question-là de A jusqu'à Z. Ensuite, les sources, il faut remonter peut-être au 19e siècle de l'abbé Henri-Raymond Casgrain, qui, lui, a réuni à peu près toutes les sources qui existaient sur la guerre de 7 ans, qui s'appelait à l'époque encore la guerre de 7 ans. Alors, si vous pouvez mettre la main sur n'importe quel livre de Henri-Raymond Casgrain, vous avez les sources les plus fiables par rapport à ce qui s'est réellement passé. Ensuite, Guy Frégault, lui, s'est donné la peine de revérifier toutes les sources puis tous les auteurs qui l'avaient précédé. Ouais. Et ensuite, après M. Frégault, il n'y a plus personne qui a écrit sur la Nouvelle-France, puis M. Frégault, il a écrit ça dans les années 50, 55 ou 56. Il était ministre, sous-ministre de l'Éducation. Oui. Ou de l'Instruction publique, et sous Jean Lesage aussi. Sous Jean Lesage, effectivement. Ouais. C'est la Révolution tranquille qui l'a, on peut dire, kidnappé. Voilà. Merci beaucoup, M. Girard. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour, M. Pro. Oui, on vous écoute. Mes hommages à M. Boulanger aussi. Merci. Moi, j'ai deux questions. Ce serait concernant le côté de la bataille de la prise du Fort William-Henry. J'ai vu plusieurs fois le film Le Dernier Mohican. Si vous l'avez vu. On voit dans ce film-là une période où il faut voir la prise du Fort William-Henry par les Français. C'est une bataille qui est quand même bien expliquée, puis on voit bien des scènes. Je veux juste savoir, c'est qu'à un moment donné dans le film, c'est qu'on voit M. Montcalm envoyer des émissaires de paix, voir le général Monroe, je crois. Je m'excuse, je suis un peu nerveux. Là. Non, vas-y. C'est que un moment donné, on voit qu'il y a des émissaires de paix qui vont voir Montcalm envoie des émissaires de paix voir M. Monroe, puis qui demande de faire une genre de paix à l'amiable. Il lui propose de retourner, d'envoyer ses troupes en Angleterre, les troupes anglaises, puis il les laisse partir même avec les armes puis les couleurs. Oui. Autrement dit, le drapeau. Puis là, à un moment donné, on voit dans le film, c'est que les troupes, ils s'en aident du Fort William-Henry, puis les colons, mais on voit à un moment donné qu'ils sont pris en guet-apens par les Hurons. Je veux juste savoir si c'est vrai, cette période de bataille-là. Ça fait passer les Indiens, les Hurons, par des barbares. Fait que je voudrais savoir si c'est vraiment vrai ou bien c'était juste une propagande anglaise. Non, c'est incontestable. Ça, ce fait-là est incontestable. Montcalm avait beaucoup de difficultés d'ailleurs à retenir cette garde, cette vieille garde. Sauf que... C'est nous enragés. C'est ça. Mais évidemment, ça, c'est écrit d'un point de vue américain. Quand on regarde les sources, il y a Lévy qui en parle. Puis lui, il dit, je vais vous donner le point de vue français. Eux, ils avaient demandé aux Anglais qui s'étaient rendus de ne pas donner d'alcool aux Indiens. Parce qu'ils savaient que ça pouvait être dangereux. Puis, effectivement, les Britanniques, pour les concilier, pour avoir la paix, pour être tranquilles, ils leur ont donné l'alcool qu'ils avaient. Alors, donc, déjà, ils étaient pas mal réchauffés le lendemain. Deuxième chose, ce qui est encore plus pertinent, c'est que, apparemment, ce sont les Abénaquis qui ont lancé ce qu'on appelle le cri de guerre. Parce que ça, c'est un signal. Il n'y a pas aucune action qui se fait tant que le cri de guerre n'est pas lancé. Puis la plupart des chefs autochtones, ils disaient, ce sont les Abénaquis qui ont lancé ce cri-là. Mais il faut savoir que pour les Abénaquis,
c'est rien du tout, ce massacre-là, parce qu'à peu près de la moitié de la nation abénakise qui avait elle-même été massacrée par les colons de la Nouvelle-Angleterre, parce que c'était des gens qui habitaient les côtes du Maine, puis ils avaient été refoulés à l'intérieur de la Nouvelle-France, qu'ils avaient recueillis dans les années 1700. Alors donc, c'est une vieille histoire. Pour eux autres, c'est sûr que ils ne pouvaient pas accepter que les Anglais sortent du fort comme ça avec armes et bagages, puis qu'il n'y a aucune justice qui soit rendue. Pour eux autres, ils voyaient ça. Dans le film, on parle bien des Hurons. Frédéric a raison, j'ai vu le film, mais ce sont les Hurons que Montcalm ne contrôle pas. Il y avait les Hurons, les Abénakis, mais je pense que la plupart des nations amérindiennes qui étaient là, ils acceptaient pas. Premièrement, la première chose, c'est que la négociation s'est faite sans eux. Alors, ils acceptaient pas le fait que eux, ils étaient des subalternes dans cette histoire-là. Ah oui. Au départ. Puis deuxième chose, c'est ça, mais pour les Français, Lévis, pour lui, il en faisait pas tellement de cas de ce massacre-là. Il en avait déjà vu quantité en Europe, puis pour eux autres, c'est dommage. Ça aurait pas dû arriver. Mais ensuite, on passe à autre chose. Alors c'est comme ça qu'ils voyaient ça. Alors, mais il faut dire que les Amérindiens faisaient pas la guerre de la même façon. Puis pour eux autres, c'était sérieux. C'était pas de la guerre en dentelle. Puis c'était pas l'ennemi passe devant nous, puis on va le laisser partir comme ça. Alors, effectivement, c'est arrivé, mais la suite du film, là, ça manque pas mal. Là. Il manque beaucoup de détails. Là. D'accord. Merci beaucoup, M. Frédéric. René Boulanger, c'est déjà le temps passé. J'invite les gens à prendre connaissance de votre livre, qui est fort détaillé, chers auditeurs. Très bien écrit, c'est un scénariste. Hein? Alors, La bataille de la mémoire, c'est aux éditions du Québécois. C'est un essai sur l'invasion de la Nouvelle-France. C'est une page d'histoire fort intéressante de 1759, mais il part de la guerre de 7 ans pour se rendre jusqu'à 1760 même. Merci, bon succès, merci d'être passé. Nous allons recevoir demain Christian Bourque, qui est-il des vice-présidents à la recherche et léger marketing. Comment fabrique-t-on un sondage? Est-ce qu'on répond des jours du client qui paye très cher pour savoir s'il est beau, fin, gros ou pas trop gros? Ça sera à suivre demain. Frédéric Perron et Pierre-Étienne Lessard étaient là à la mise en onde. Audrey Simard à la recherche. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Dans quelques instants, Paul Oud.